Bonjour et bienvenue à la deuxième saison de Horticulture. Mon nom est Serge Simard et comme l'an dernier, je suis accompagné de Christian Dufresne, agronome et professeur au Centre de formation horticole de Laval. Alors Christian nous accompagne pour nous faire découvrir le vaste univers horticole du Québec. Et vous pouvez me croire, vous n'avez pas fini de vous étonner de la variété des initiatives horticoles et agricoles qu'on y retrouve. Alors Christian, un petit résumé de la prochaine saison, s'il vous plaît? Alors, cette année, on va orienter nos émissions principalement sur l'écologie et l'environnement. Donc, on va aller rencontrer évidemment des associations qui vont œuvrer, qui vont aider avec la population, évidemment, à mettre en place les éléments de phytotechnologie, les éléments d'agriculture urbaine. Nous allons également visiter, comme par les années passées, des entreprises, des jardins et aussi découvrir peut-être des petits secrets de jardiniers que l'on connaît ou qu'on redécouvre. Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons découvrir la variété de lavande, et Dieu sait qu'il y en a, qu'on retrouve ici au Québec. Alors, Christian. Alors, nous allons découvrir une entreprise, Maison Lavande, située à Saint-Eustache. Maison Lavande, c'est vraiment merveilleux en période de floraison. D'ailleurs, vous pourrez aller sur le site Internet de l'entreprise pour voir les heures d'ouverture, évidemment, pour découvrir ce petit paradis. Donc, allons découvrir Maison Lavande. Il est où le bonheur? Il est ici. Nancy Ferron, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir Merci à Maison Lavande. Ah, on est très heureux de vous accueillir. Il fait super beau. C'est magnifique. C'est pour ça que je vous dis que le bonheur, il est ici. Oui, totalement. Maison Lavande, la lavande, idée de folie. Ah, complètement. C'est parti où, cette idée-là? D'un voyage en France où on a vu des champs de lavande, puis là, mon conjoint Daniel, il me dit « Pourquoi on ne ferait pas pousser de la lavande au Québec? Si c'est une question de climat, on a juste à faire comme les fraisiers, on va les couvrir. » Ben oui, toi. C'est simple. Ah, c'était simple. Mais on s'est rendu compte en faisant des recherches qu'effectivement, il y avait des lavandes qui étaient mieux adaptées à notre climat que la lavande de France, par exemple. Parce qu'il y a de la lavande qui pousse en Angleterre, au Japon, en Bulgarie, des pays où il fait froid, comme chez nous. Alors, il faut juste choisir la bonne variété de lavande qui est bien adaptée à notre climat. Puis oui, effectivement, au début, on ne couvrait pas nos plantes, mais aujourd'hui, on les couvre parce que ça nous donne une plus belle floraison. Mais nos variétés de lavande sont souvent pour rusticité 4 à peu près. Alors, c'est des lavandes qu'on pourrait avoir dans notre propre jardin. Tout à fait. Là, quand on habite le Grand Montréal, par exemple, là, sans problème. Là, bon, c'est beau l'idée. On va faire des champs de lavande. Pensée magique. On arrive ici, baguette magique, les champs poussent tout seuls. Non, c'était pas tout à fait ça. En fait, le premier test qu'on a fait, moi, je pensais, quand Daniel m'a dit on va faire un test, je me suis dit, il va en planter 3 000. Non, il a décidé d'en planter 30 000. OK, quand même. Puis là, j'ai dit, bon, OK, bon, là, on va voir si ça survit à l'hiver. Hein. Tout a survécu. Alors là, on s'est dit, OK, là, c'est intéressant parce qu'à partir de la lavande, on fait de l'huile essentielle de lavande. Puis avec l'huile essentielle de lavande, on peut faire des produits cosmétiques, des produits d'ambiance. Alors là, ça venait me chercher. Autant la culture, oui, je trouve ça beau, puis je suis chanceuse de vivre dans un champ de lavande, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est ce qu'on peut faire comme produit transformé. Produit dérivé, oui, c'est ça. Exactement. Produit dérivé. Alors là, on avait un projet qui était rassembleur pour nous deux. Dès le départ, on savait que ce serait un champ qui serait ouvert au public, parce qu'on savait que les gens auraient besoin de le voir, ont besoin de cet endroit où on respire de l'air pur, où on voit des belles choses. Alors ça, c'était sûr que ça allait être un site agro. Alors en 2009, on a ouvert le site agro, on avait 30 000 plants de lavande, on avait à peu près... je sais pas, une trentaine de produits cosmétiques. C'était vraiment un début. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, on a 100 000 plants de lavande, à peu près 200 produits cosmétiques, puis on reçoit à peu près 55 000 visiteurs par été. Aviez-vous le fond de terre? Oui. OK. On était chanceux pour ça. Daniel avait eu le génie d'acheter dans les années 90, fin 90, un vieux verger. Vieux, tellement vieux qu'il fallait couper les pommiers. Et il louait les terres aux maraîchers autour de chez nous en se disant, un jour, je vais avoir une idée.
un jour, je vais savoir quoi faire avec cette terre-là. Puis le jour est venu où il s'est dit, on va faire pousser de la lavande. Bon, là, on a 30 000 plants, on a des produits dérivés. J'imagine que c'est pas dans votre cuisine avec un chaudron. Non, mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Effectivement, j'avais pas les connaissances pour faire les produits. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché des petits laboratoires qui travaillaient en produits cosmétiques. Mais pour nous, c'était important que ce soit des petits laboratoires où je pouvais être impliquée, où je pouvais apprendre comment ça se fait, puis tout ça. Puis, alors, on avait des partenaires jusqu'au jour où il y a eu la pandémie, où on s'est retrouvés avec des partenaires qui nous ont laissé tomber pour faire des produits de pandémie. Et là, on s'est dit non, OK, ça fonctionne pas, on peut pas être vulnérable comme ça. Et là, on a acheté un de nos partenaires. Et là, on maîtrise la chaîne de A à Z. On fait tout nous-mêmes. Oui, parce que dans une production comme ça, on sait qu'on a les champs, mais évidemment que le produit dérivé fait partie évidemment des revenus. C'est une grosse partie. On ne peut pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Non. C'est là où on s'est rendu compte que être vulnérable, c'était pas une bonne idée. Alors, on avait un maillon de la chaîne où on n'était pas maître de nous-mêmes. Alors, en achetant ce petit laboratoire-là et en se réappropriant complètement la production des produits, on s'est rendu compte que là, oui, on était bien parce que là, on maîtrise tout. Alors, nous, on maîtrise du début, le plan de la vente, jusqu'au produit fini qu'on retrouve sur les tablettes. Là, évidemment, j'imagine qu'il faut des gens parce que ça l'a grossi, ça l'a grossi. On est rendu à quelle superficie, combien de plants Alors, on a à peu près 100 000 plants de lavande. Donc, ça fait de la lavande sur à peu près 1 kilomètre de long. On a à peu près 200 à 250 produits dérivés et 125 employés. En haute saison, là? Non, en haute saison, je suis à 150 employés. Okay. Alors, 125 employés parce que là, il faut compter toutes les boutiques physiques qu'on a, la boutique en ligne, l'entrepôt, l'usine de fabrication, le site agro-touristique et la boutique à la ferme. Les produits cosmétiques, oui. Est-ce que vous avez suivi des formations pour être capable d'arriver avec tous ces produits qui sont mis en marché? En fait, moi, en parfumerie, j'ai suivi des formations en France pour pouvoir créer les fragrances qu'on a. Et quand on a acheté le petit laboratoire, là, on s'est formé avec l'équipe qui était en place, puis qui était déjà très, très aguerrie. C'est ça. Alors ça, c'était génial pour ça parce qu'on a gardé toute cette équipe-là. Puis là, on a ajouté du personnel aussi parce qu'on grossit, on grossit. Alors, on a toujours ajouté du personnel. Justement, c'est quoi le futur de Maison Lavande? Ben, on veut... le site agro, il va toujours rester. On a encore de la place pour planter. Alors nous, si on a besoin de plus d'espace pour plus de plants de lavande, ça c'est pas un problème. Pour ce qui est de la vente au détail, nous on peut produire grâce à notre nouvelle usine, on peut produire encore beaucoup plus. Ça non plus c'est pas un problème. Donc ça sera de conquérir de nouveaux marchés. Ouais. Et ça c'est le fun parce que c'est un gros défi. Tu sais. Là au Québec, on est un bon joueur. C'est le fun, il y a encore de la place, on va la prendre, ça, c'est pas un problème. Mais là, tu te dis, OK, mais si je veux aller dans les maritimes, le Canada anglais, comment on va faire, l'Ontario, tu sais. Alors, ça, c'est ce marché-là qu'on veut développer tranquillement, pas vite, puis je pense qu'il y a une belle place à aller chercher aussi. Oui, effectivement, parce que c'est un produit de niche, mais qui devient de plus en plus réel dans notre vie de tous les jours. Oui. D'avoir du local aussi, c'est quand même intéressant, de ne pas importer. Je pense que ça aussi, il faut encourager ça. Oui, puis on sait que les gens aiment la lavande, beaucoup, à cause de ses nombreuses vertus, propriétés, mais aussi parce que c'est tellement français. Oui. C'est la maison lavande. Tout le monde aime ça, c'est cute. Hey, Nancy Ferron, merci. Bien, ça fait plaisir. 100 000 plants de lavande, 200 produits cosmétiques et plus de 55 000 visiteurs annuellement. Alors, pour répondre à tes questions du début, mon cher Christian, il est là, le bonheur, il est là. Effectivement, il est là, le bonheur. Mais là, c'est bien beau respirer la lavande, voir les fleurs, mais ça s'entretient comment? Est-ce que tout le monde peut avoir de la lavande? Donc, retournons à Maison Lavande pour avoir plus d'informations.
Nancy, sur les 100 000 plants qu'il y a ici, j'imagine que c'est pas la même variété de... Non, principalement, on cultive la Munstead, qui est une lavande fine anglaise parce que elle résiste bien à nos hivers. Mais on a aussi un peu de Idcot qui nous donne une lavande, c'est une lavande fine aussi, là, anglaise, qui nous donne un mauve un peu plus foncé. Okay. Mais principalement, c'est la Munstead. On fait aussi des essais. Les gens, quand ils viennent nous voir, ils vont voir qu'on a de la lavande blanche, de la lavande rose. Et là, présentement, nous, on est dans un champ de lavandin. Normalement, ça pousse pas ici. C'est pas pour notre zone à nous. Ça pousse en France. 80% de la production en France, c'est du lavandin. Mais nous, on est têtus. On s'est dit, on va essayer. On essaie. C'est pas parfait, mais c'est intéressant parce que le plant est beaucoup plus haut, la hampe florale est plus haute et ça donne quelque chose de différent, de très, très beau aussi quand on réussit. Donc, si on veut commencer la plantation chez soi, c'est pas ce type de lavande-là, c'est plutôt celle-ci qu'on va utiliser. Oui. Est-ce que c'est facile à cultiver? Ben, relativement facile si on respecte certaines règles, à peu près comme n'importe quelle plante, là, hein, on va se le dire. Là. Mais en fait, il faut juste se rappeler que la lavande n'aime pas l'eau. Oui. Elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, donc un sol sablonneux avec des cailloux, par exemple. Et si on n'a pas ça, on peut faire un petit monticule et le planter sur le monticule. Comme ça, on est sûr que l'eau s'égoutte toujours. OK? Alors, il faut juste retenir, la lavande n'aime pas l'eau. On l'arrose au moment de la plantation, puis après, plus jamais. Ah, okay? C'est bien ça. Plus jamais, on s'en occupera. Mais mettez-moi pas ça à côté de la piscine. Non, effectivement. OK, parce que l'eau de la piscine, elle va revoler dessus, puis là, la plante, elle va mourir. Ça marchera pas. L'autre chose qu'elle aime, c'est le soleil. Il faut beaucoup de soleil, plein de soleil, le plus de soleil possible, OK? Pensez aux images en France. Là. Quand on voit... c'est exact. Ça. Hein? C'est quoi? C'est des cailloux, du sable et de la lumière, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Puis jamais d'eau. Alors, ben là, pas cette année peut-être, là, ou pas, ça dépend, là, mais normalement, il n'y a pas d'eau. Ou l'eau s'égoutte. Oui, c'est ça. C'est pour ça souvent qu'on les voit dans des pentes, les champs de lavande, parce que l'eau s'égoutte. Ici, nous, on a des champs, quand ils ne sont pas en pente, qui sont drainés, alors, soit avec des drains, soit avec des fossés. Alors, mais on s'arrange pour que tout soit drainé pour qu'elle n'ait jamais les pieds dans l'eau. Ça, c'est le plus important. En hiver, on récolte les fleurs. Quand les fleurs commencent à devenir brunes, on coupe les fleurs, on laisse le plant sur place. À l'automne, on ne fait rien. L'hiver, vous n'êtes pas obligé de le couvrir si vous êtes sûr qu'il va y avoir un bon couvert de neige. Parce que la neige est un protecteur naturel. Exactement. Et on ne met pas de cône. Non, non. Parce que là, il va y avoir fermentation. Mais ça, là, à bannir. Si vous voulez absolument en mettre quelque chose, vous pouvez mettre des couvertures comme celles qu'on utilise nous. C'est des couvertures spéciales pour ça. Ou à la limite, de la paille. Okay? Avant, on paillait, nous autres, de la paille. Hein? Oui, paille, pas du foin. C'est ça. J'aime ça parler à quelqu'un qui connaît ça. Alors, de la paille. Mais c'est pas nécessaire si vous avez un bon couvert de neige. Au printemps, quand le plant se réveille, il est gris, il a l'air mort. Mais là, on est patient. Parce que moi, je dis toujours, en mai, il est gris, en juin, il verdit, puis en juillet, il fleurit. OK? Mais il faut pas penser que parce qu'il est gris, il est mort. C'est ça. Il va retiger, ça va redevenir vert, puis tout va être beau. C'est important, puis vous l'aviez bien mentionné, on coupe la hampe florale. Exactement. On va pas chercher le bois. Non. On va pas couper à l'intérieur du plant de lavande si on veut qu'il refleurisse l'année suivante. Exactement. Puis avec les fleurs que vous avez récoltées, vous pouvez les faire sécher, c'est super facile. Vous pouvez soit les mettre sur une espèce de moustiquaire dans un endroit sombre et ventilé, ou les mettre en bouquet pas trop serré, pour pas avoir de moisissure, dans un endroit sombre et aéré. Et avec les fleurs, ça c'est de la comestible. Donc vous pouvez la faire en tisane ou l'utiliser dans tous vos plats, ou vous pouvez le garder en petits sachets, là, vous l'émondez, là, puis vous mettez des petits sachets que vous mettez dans vos garde-robes, ou vous le gardez en bouquet, là, s'il est assez beau pour ça. On pourrait la mettre dans un déshydrateur, comme les fines herbes. On pourrait effectivement le mettre dans un déshydrateur, tout à fait. Puis s'en servir. Ici, notre culture alimentaire avec la lavande est moins poussée qu'en Europe, mais de plus en plus, on la voit apparaître. Quasiment plus maintenant, je dirais. On la voit apparaître dans les chocolats à la lavande. Exactement. On la voit de plus en plus apparaître. On mentionnait que celle-ci est comestible, donc
Faut faire attention parce qu'elles ne sont pas toutes comestibles. Exactement. Le lavandin ne l'est pas. Ouais. Alors, ce serait beaucoup trop camphré. De toute façon, ce serait pas agréable. On meurt pas là, de ça, mais pas pour ça. C'est pas cet usage-là. Alors, les lavandes fines, les lavandes vraies, les lavandes angustifolia, elles sont comestibles. Donc, celles que vous vendez ici. Exactement. Elles ont plusieurs buts. On peut atteindre plusieurs buts avec. Exact. Donc, soit la faire en cosmétique, en odeur ou en culinaire. Exact. On peut l'utiliser en culinaire. C'est ça. Donc, assez avantageux. Ah, c'est le fun. Mais c'est beau, ça sent bon. Oui. Puis ça sent bon même quand c'est pas en fleurs. Et ça, les gens, ils savent pas. Ben, on a juste à passer notre main dans un plant de lavande, sentir la main, après, ça sent bon. Ça sent bon aussi quand il pleut, après une pluie. Ouais. Ah, c'est Ça merveilleux. sent la lavande, c'est ça. Ça sent bon. C'est génial. Puis, il faut pas oublier que c'est aussi un plant pollinisateur. Donc, les abeilles vont Il y en venir... a plein dans nos champs. C'est ça. Donc, c'est dans la nouvelle tendance écologique Tout à fait. pour attirer les pollinisateurs, mais c'est encore là un plan idéal. Oui, exact. Merci pour tous ces conseils. Et ça me fait plaisir. Alors, Christian, on s'en va maintenant dans le secteur industriel de Duvernay, à Laval, dans une magnifique entreprise qui s'appelle Champimignon. Et oui, Champimignon. Tu sais, avec cette émission, ce qu'on vise, c'est de présenter les entreprises qui, avec des générations et des générations, ont su perdurer dans le temps. Mais Champimignon, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux jeunes, avec maman et papa, qui ont parti une entreprise particulière de la production du champignon. Annie Fournier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez Champimignon. Pourquoi des champignons? Pourquoi pas des fleurs? Pourquoi pas des carottes? Pourquoi des champignons? Parce qu'on voulait sortir de l'ordinaire. OK. Mais pas juste ça. C'est surtout qu'à l'épicerie, malheureusement, on retrouve des champignons de Paris, des shiitakes, on retrouve des porto-bello, pas beaucoup de variétés. Puis à un moment donné, on a fait le tour. Donc, mon conjoint a décidé un jour de commencer à faire pousser des champignons, mais pour notre consommation personnelle. Ce qui, en fait, s'est transformé en « je vais faire une compagnie ». Et là, j'ai comme trouvé ça un peu drôle et j'ai fait comme « es-tu sérieux? On a de la misère à faire pousser des kits de culture. Tu veux vraiment partir une compagnie? » Et il m'a dit « oui, je veux partir ça. » OK. Ben, j'ai dit « ouf. » Il dit « fais-moi confiance, ça va bien aller. » On est en quelle année? En 2018. ouais. 2018. En août 2018. OK. On parle en août 2018. On s'installe où? Dans le sous-sol de la maison? Dehors. Dehors? On commence. Mais nous, on a un cabanon en arrière qu'on utilisait pour on a pensé à faire pas cuisiner, mais Un manger gazebo. un gazebo pour manger. À un moment donné, on s'est dit pourquoi pas inoculer là. Fait qu'on a tout transformé, tout fait une chose de production. Au début, ça a commencé à être manuel, mais au fur et à mesure qu'on a avancé, on a essayé de faire automatiser. Aussi, en utilisant le compresseur. Fait qu'on a utilisé le compresseur, puis au fur et à mesure. Fait que là, on a commencé la compagnie. On est avec ton fils William. Oui. Hein? Il a l'air d'être passionné. À côté, ton fils Brandon, Oui. là aussi. Hein? Donc, déjà, vous avez une relève qui est présente. Comme nous expliquait William, commencer un peu dans la cour en arrière, mais ça, à un moment donné, ça devient vite petit. Vous vous êtes installé ici quand, Annie? En 2021, 1er mai 2021, parce qu'à un moment donné, notre cour arrière, notre garage, qui est comme séparé de la maison, hein, bien sûr, il n'était pas question que ça rentre dans la maison, ça c'était sûr. Mais le garage était bien plein. À l'extérieur, bon, on a essayé toutes sortes de méthodes pour faire pousser les champignons, autant en serre, en tempo. À la fin, il y avait des chambres froides. Puis bon, ben toutes les cultures ou toutes les méthodes qu'on a utilisées comportent les positifs et les négatifs. Ouais. Puis finalement, à un moment donné, on était comme à côté et le propriétaire de où est-ce qu'on est présentement est venu acheter des champignons et il nous a dit « Wow, vous faites vraiment comme quelque chose de très bien dans pas grand-chose. » Il dit « Vous êtes chez vous, dans votre cour, vous êtes tu sais, vous pouvez plus faire plus, là. Qu'est-ce que ça vous prend pour grossir? » C'est ça. Combien de variétés différentes que vous produisez? On en fait une vingtaine. Quand même. Est-ce qu'on va continuer à faire une vingtaine? Ça va dépendre de la demande. On est en train de se pencher sur la question. On est en train de rentrer dans des plus grosses bannières. On parle de les supermarchés PA. Ouais. Beaucoup Montréal, mais on a aussi celui de Laval. Puis bientôt, on va peut-être avoir toutes les autres. Là, on a commencé hier, lundi, les marchés TAU. Ouais. Donc, on a commencé celui de Laval et de Pointe-Claire.
Mais on a aussi d'autres, la Moisson en Sainte-Thérèse. On a beaucoup d'épiceries qui s'intéressent à nos champignons. Mais il faut les faire connaître. Et voilà, c'est ça, c'est tout, c'est le succès, hein, c'est d'être vu, hein, c'est ça, d'être vu le plus possible. Je m'adresse aux garçons. La future de l'entreprise, ça va être sur vos, un peu sur vos épaules. Voulez-vous continuer, toi, Brandon? Veux-tu continuer? Moi, je vais continuer. Tu sais, il y a toujours du travail à faire. Fait que je vais toujours avoir quelque chose à faire. Fait que ça me va pour moi. Ouais. Puis, il y a toujours quelque chose de nouveau dans le business, tu sais, médicinal, le chaga, le rishi. Ou sinon, même, tu sais, dans les hôpitaux. Je peux même faire d'autres affaires. Fait que, tu sais, il y a encore beaucoup à découvrir puis à faire. Pour juste partir là, c'est ça. Fait que je vais continuer jusqu'à temps que j'en veux plus. OK, c'est correct. Puis toi, William? Moi, je vais à la business. Écoute, maintenant, on a à peu près 10 000 pieds carrés d'optimal. On fait, nous, on peut dire on fournit, mais moi, je trouve 10 000 pieds carrés, on est quoi? 6 personnes, 4 de la famille, 2 employés. On est minime. Je le vois tellement petit, la compagnie, qu'on fait tellement de beaucoup. Avec peu d'employés. C'est un peu l'histoire des entreprises québécoises, mais au moins, vous êtes, tu sais, tu participes dans une entreprise, elle t'appartient pas encore, mais tu sais, c'est quand même dans ta famille, tu sais, c'est ça. Ah oui, ils sont propriétaires. Propriétaires de champignons. Oui, c'est vraiment familial, de première génération, mais on tenait vraiment à ce qu'ils soient propriétaires de la compagnie parce que dans le fond, la compagnie, on l'a créée, puis c'est un peu un tremplin de sécurité pour eux. Mes garçons, tu sais, on le sait aujourd'hui, la vie, c'est quoi? Au moins, tu sais, ils pourraient voler de leurs propres ailes, aller faire des expériences ici et là, puis revenir. Si jamais ça fonctionne pas, mais on est là. Alors que de deux businessmen, tu sais, tous jeunes, bravo les gars, je vous encourage à aller plus loin. Maman qui a de l'air bien fière aussi de sa progéniture qui va prendre, puis comme tu dis, on va laisser la chance qu'ils s'amusent aussi, hein, c'est des jeunes garçons, mais il y a toujours une sécurité, c'est ça que je trouve intéressant dans l'entreprise québécoise, avec la famille qui rentre, puis qui soutient tout ça. Alors, merci beaucoup. Une variété de 20 champignons en quelques années, franchement, chapeau. Mais avant de déguster les champignons, il faut quand même les produire. Et c'est tout un art. Écoutons les frères Brandon et William. Alors, Brandon, tu vas nous expliquer un peu le processus de création des champignons, parce que là, c'est bien beau, mais ça doit avoir toute une pratique, toute une technique qui est quand même assez complexe avant d'arriver. Donc, on part de où, là? Comment on commence ça, là? Fait qu'en premier, faut que tu achètes des Petri dish avec du mycélium dedans. OK. Ça peut arriver du Japon, ça peut arriver des États-Unis. Ça dépend où les souches de mycélium il vient. Ça, c'est ton inoculum de base, là. Exactement. C'est comme tes petites graines pour pousser un arbre de pomme. Ah ouais? Fait qu'un petit peu de même. Fait que tu vas prendre le mycélium, c'est une petite mousse blanche. OK. Puis tu peux, comme je te dis, du Japon, des États-Unis, du Canada, plein de pays ils ont différentes souches. Puis là, quand tu vas avoir ton Petri dish, tu vas avoir une première souche puis une deuxième souche. Ouais. Fait que la première souche, tu veux toujours la garder en sa forme. Fait que tu veux jamais tout le prendre. Fait qu'un Petri dish, tu vas prendre à peu près la moitié. OK. Puis là, il va repousser. Donc, tu vas toujours te garder ton plan mère, on va dire ça comme ça. Tu vas toujours le garder pour qu'il soit capable de reproduire pour que tu en reprennes d'autres. Parce que si tu l'utilises tout au début, mais il reste tout au début. Ouais. C'est comme si tu prends un arbre de pomme, puis tu coupes une branche, puis tu essaies de pousser un autre arbre de pomme. Ça va marcher, mais ça va être moins fort. Ouais. Fait que tu vas toujours garder le mycélium mère. Ouais. Après ça, t'as les premières, deuxième souches. Puis là, tu veux faire différentes générations. Fait que tu vas la première génération, fait que c'est la mère. Tu vas avoir la deuxième. Puis tu vas aller jusqu'à genre 50. 50 générations. À peu près, ouais. Quand même. Mais à 50, tu vas perdre beaucoup de pouvoir. Ça va être vraiment faible. Fait que tu vas pas aller vraiment jusqu'à 50. Tu vas aller peut-être à 30, 25, 30, même 40. Puis après ça, tu vas arrêter. Puis là, tu vas prendre ce mycélium-là, tu vas le mettre dans un substrat, j'imagine. Tu vas le mettre dans ça s'appelle le mycélium liquide. OK. Fait que tu prends des petits, tu vas mettre du mycélium dans du sucre. OK. Puis aussi, de l'eau. OK. Fait que c'est de l'eau. Qui peut se développer. Exactement. Fait que ça va développer dans le liquide. Puis là, tu vas prendre des sirènes, tu vas l'enlever du pot. Puis là, tu vas l'insérer dans un sac de substrat. Nous, on utilise du millet biologique. OK. Puis là, tu vas attendre à peu près un mois et demi pour que ça pousse dans le sac. Après ça, tu vas le mettre dans l'autre sac, un plus gros sac.
que tu vas mettre dans un plus gros sac. OK. Puis là, un Quand plus même. gros sac. OK. William, toi, tantôt, on était voir le site, puis tu me parlais justement de ton labo, là, une espèce de cubicule vert stérilisé. C'est ce que Brandon nous disait. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, là-dedans? Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends les gros sacs de grains, les plus gros qu'on peut avoir en haut, avant de les amener en bas. Comme, mettons, des sacs de, je sais pas si une demi-livre ou 3/4 de livre. Moi, je vais les mettre dans des sacs de 3-4 livres pour multiplier. Fait que, mettons, je prends lui de 3/4 de livre, je vais essayer d'en mettre dans le plus de sacs possible. Parce que le but, c'est qu'il se multiplie de 1 Ouais. pour que ça soit de 1 petit gramme à 1 million de grammes. Ouais, c'est ça. Là, tu veux propager ton chose. Tu m'as montré aussi que ton millet, parce que Brandon nous parlait que c'était le millet, on mettait ça dans une étuve, tu stérilises tout ça, hein, pour éviter que des champignons non utiles s'installent à l'intérieur, des contaminants. Oui. Là, tu rentres dans ton petit labo stérilisé. Non, ça, c'était avant. Ah, ça, c'était avant. OK. Fait que, comme tu parlais, le millet aussi, le mycélium, là, tout le blanc, ça, c'est après la deuxième étape. Quand c'est tout prêt, s'il est contaminé, on le jette. Parce que si on prend le sac contaminé, on aura des sacs contaminés. Ouais, ben c'est ça, comme tu disais, toutes les générations après sont plus bonnes, tout va devenir contaminé, ta production ne sera pas intéressante. C'est ça. C'est exactement. Nous, on trie, il y a plusieurs types de contamination. Ben, il faut tout l'éliminer. Une fois qu'on a tout vu, parce qu'il y en a qui des sacs qui ont l'air tout blanc, mais il y a peut-être 1-2 grammes au milieu qu'on voit pas. Il peut être noir. Il va tout scraper à batch. Fait que là, on fait une sélection de ce qui est bon. Là, je viens à toi, Brandon. Là, quand tout ça c'est fait, après ça, on vend le produit? Non, il faut vraiment que t'attends après tous tes sacs. Fait que, tu sais, le premier sac avec le mycélium liquide, ça va prendre à peu près un mois et demi pour pousser dans le petit sac. Après ça, tu vas le mettre dans un plus gros sac, puis ça va prendre moins de temps parce qu'il y en a plus. OK. Après ça, un autre plus gros sac, puis ça va prendre un petit peu moins de temps. Puis ça, c'est on va dire le sac dernier OK. pour pousser les champignons. OK. Fait que c'est vraiment genre un sac de substrat avec des écales de soya, puis des graines de bois, puis de l'eau. C'est toute une mixture avec les pourcentages. Puis après ça, tu vas pousser les champignons, puis là, tu peux les vendre à des clients en barquette, tu peux les vendre en sac, tu peux les vendre en livres. Ça dépend de... Ton champignon tout seul, là, pas avec le substrat. C'est ça. Tu peux aussi vendre le substrat. C'est un kit de cultivation. Ouais. Puis il y a des personnes qui l'achètent pour les pousser eux-mêmes. C'est juste pour avoir l'expérience. Ouais, l'expérience pour pousser ça. Ouais, ça peut être intéressant. J'ai vu aussi qu'il y avait des chambres avec de la boucane d'eau, de la vapeur d'eau. Pourquoi? C'est la vapeur sec. OK. Puis c'est vraiment pour garder l'humidité. Okay. L'humidité, parce que les champignons, ils aiment vraiment ça, l'humidité. Tu sais, dans la forêt, tu vas juste trouver à peu près les champignons après qu'il va avoir la pluie. OK. Fait que tu veux garder, tu veux garder l'humidité. Logique. Puis les machines, le seul bienfait à être en dedans, c'est que tu peux tout contrôler. Ouais. Fait que dehors, tu peux pas contrôler rien, c'est vraiment la nature. Fait que, comme disait William, on enlève les contaminants, on enlève exactement. Tout, puis on est capable d'avoir un produit de qualité. Exactement. Fait que, on a un produit de qualité. Aussi, c'est plus contrôlé, comme je te dis. Avec les salles, on contrôle l'humidité, la température. Puis aussi, qu'est-ce qu'on veut dans les salles, qu'est-ce qu'on veut pas. Fait que si tu poses ça dehors, juste avec plein de bois, plein de substrat, tu peux pas juste couper une partie qui est contaminée. Il faut juste que tu... Non, c'est ça. Si les gens achètent juste un sac, mais pas de champignons, là, juste pour leur faire l'expérience, comme tu t'expliquais, là, avant que j'arrive avec une belle floraison comme ça, là, combien de temps? 7 à 10 jours. Ah, pas plus que ça? C'est pas si long que ça. Ah, c'est pas plus long. Puis on en a-tu 1, 2, 3, 4? On peut en avoir plusieurs. Ça dépend toujours de l'environnement, comme on dit. Okay. L'environnement des gens, il faut que ce soit assez humide, faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Hein. Ici, c'est contrôlé, il fait 18. Il fait tout le temps 18 dans nos salles. C'est sûr que s'il fait 25 chez quelqu'un, le sac va contaminer plus rapidement. Ouais. Toi, tu manges des champignons? C'est certain. Okay. Puis c'est important, petite parenthèse, là, faut toujours les cuisiner, faut toujours les cuire. On peut pas manger de champignons crus, même le champignon de Paris. Ouais, c'est ça. Et vous avez reçu beaucoup de prix, le ministère de l'Agriculture est là, donc tout est contrôlé pour s'assurer d'une bonne qualité. Les garçons, merci. Bonne chance dans vos études. J'espère que ça va bien aller. Annie, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à Champignon. Je te souhaite que du succès pour le futur. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations concernant les 2 visites que l'on a faites, soit Maison Lavande ou Champignon, vous pouvez aller consulter les sites Internet. L'adresse est marquée au bord de l'écran pour connaître les heures d'ouverture, principalement pour Maison Lavande, puisque l'ouverture est de mi-juin jusqu'à juillet pour la visite, évidemment, des champs en fleurs.
Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres magnifiques découvertes horticoles. Bonne semaine. Bon jardinage!